Charlie Hebdo, 10 ans après, les irresponsables. 10 ans ont passé depuis ces terribles journées de janvier 2015, le massacre de Charlie Hebdo, l'assassinat de Clarissa Jean-Philippe, policière à Montrouge, et l'attaque antisémite de l'Hypercacher. Nous ne savions pas que ce n'était que le prélude sidérant d'une décennie d'attentats qui ont marqué au fer rouge la France. Mais ni les politiques, ni les acteurs clés de la société civile n'en ont tiré les conclusions qui s'imposent. Elles sont pourtant simples. Derrière cette violence terroriste se propage une idéologie totalitaire, l'islamisme. Ce podcast est basé sur le livre Témoignages d'Éric Delbecq paru chez Plomb. Expert en sécurité intérieure, Éric Delbecq est l'ancien directeur sûreté de Charlie Hebdo après l'attentat de 2015. Il a également dirigé l'Institut d'études et de recherche sur la sécurité des entreprises. Docteur en histoire, titulaire d'une maîtrise de philo, c'est un homme de terrain, au parler vrai, au parcours républicain exemplaire, déterminé et combatif face aux irresponsables qui, par bêtise, intérêt personnel, cynisme ou idéologie, nouent des armes face à ces djihadistes résolus à dissoudre la cohésion nationale pour installer un régime d'oppression. Charlie Hebdo, 10 ans après, les irresponsables, un podcast RCJ Studio, premier épisode, Monsieur Sécurité Charlie. Ce podcast sort symboliquement le 24 mars, triste anniversaire de la mort du colonel Arnaud Beltrame, assassiné après s'être volontairement substitué à un otage au cours de l'attaque terroriste islamiste du 23 mars 2018 à Trébès. Pourquoi vous avez écrit ce livre, Les Irresponsables, et pourquoi est-ce qu'on peut vous appeler Monsieur Sécurité Charlie ? Alors je l'ai écrit déjà au bout de 10 ans, parce que j'estimais que c'était nécessaire d'avoir le temps de prendre du recul, et que ce que j'avais raconté sur cette époque-là, je voulais pas le raconter trop à chaud, pour déjà sélectionner les choses que je souhaitais dire, parce que c'est pas fait pour être un livre de souvenirs, parce que j'ai envie de raconter ce que j'ai vécu à cette période-là. La France frappée, la France blessée, 12 morts, 4 blessés dans un état grave. L'attaque contre Charlie Hebdo est l'attentat le plus meurtrier depuis plus de 50 ans. Parmi les victimes, 4 dessinateurs, Cabu, Wolinski, Charb, Tinius, l'économiste Bernard Maris et 2 policiers, des terroristes lourdement armés qui sont toujours en fuite. Les centaines d'hommes sont à la fuite. Puis il y a des impératifs de sécurité chez Charlie Hebdo, donc il faut faire attention à ce que l'on raconte. Donc ça permet de mettre un peu la pensée au frais et de vraiment retirer de ce moment très particulier ce qui va être utile à une démonstration. La démonstration, elle poursuit 2 objectifs. Le premier, c'est expliquer à nos compatriotes ce que c'est, aujourd'hui encore, donc depuis 10 ans, que vivre comme un Charlie, avec les contraintes de sécurité énormes qui pèsent sur chacun d'entre eux, donc ce qu'ils peuvent endurer pour continuer à faire ce qu'ils font, pour continuer à représenter un symbole, pour continuer à se battre intellectuellement sur quelque chose qui engage ce qu'il y a de plus fort dans la République. C'est un combat contre le totalitarisme, c'est un combat contre des gens qui sont des liberticides. Donc effectivement, au bout de 10 ans, il faut pouvoir expliquer concrètement au plus grand nombre de gens ce que ça veut dire dans leur chair. Et puis ensuite, essayer d'analyser ce à quoi on est confronté de manière à la fois informée, mais un peu franche. Je dirais pas brutale, mais en se passant de certaines circonvolutions qu'on a eu trop tendance à cultiver dans cette décennie. Je vais le dire très clairement, il y a des compartiments, des subtilités un peu analytiques, politologiques, dont il faut faire l'économie quand on fait un livre comme ça. D'où des formules que j'ai qui ne sont pas à l'emporte-pièce, mais qui sont pédagogiques, quand je dis par exemple qu'il n'y a pas besoin d'une Kalachnikov pour être un djihadiste. Qu'un séparatiste, c'est un djihadiste. Donc je l'explique, parce que le but du jeu, en fait, c'est de faire comprendre que
l'islamisme, c'est une idéologie qui est fasciste et totalitaire. Et ça permet également, quand on le dit sous cette forme-là, de faire des comparatifs et d'expliquer pourquoi c'est pas simplement une métaphore. Je dis pas l'islamisme est un fascisme totalitaire parce que ça permet aux gens de se repérer. C'est parce que historiquement, pour moi, c'est fondé. Apolline de Malherbe recevant-Ris, directeur de publication de Charlie Hebdo sur BFM TV. D'abord, je voudrais qu'on parle de Coco. Coco, qui était avec vous ce fameux 7 janvier 2015 et qui, à nouveau, doit être proche d'une sécurité renforcée. Son journal, elle dessine chez vous, mais aussi chez Libération. Libération, le siège de Libération, qui est sous surveillance parce que Coco est visé par des menaces après un dessin. Je voudrais qu'on puisse le regarder à l'antenne, ce dessin. Chaque fait, chaque mouvement de la vie quotidienne de l'un d'entre eux, c'est quelque chose d'absolument impensable pour les gens qui n'y sont pas confrontés. Ça veut dire qu'à partir du moment où on met le pied hors de chez soi, on est contraint par des mesures de sécurité permanentes dans tous les sens. Donc pour aller au boulot, déjà quand on travaille dans un environnement qui ne doit pas être connu, enfin dont l'adresse ne doit pas être connue par la plupart des gens. Donc on travaille dans un lieu sécurisé, on travaille dans un lieu bunkérisé, avec des gens armés. On ne peut pas se rendre le midi, normalement, aller acheter son déjeuner n'importe où, ou aller dans n'importe quel restaurant. Vous n'êtes jamais seul, puisque vous êtes environné soit par des agents de sécurité privée, soit par des policiers du SDLP. Et dès que vous avez une envie, ou que vous voulez prendre une initiative, ou vous voulez être spontané, ou dire tiens, je vais partir en week-end, ou en vacances quelque part, ça va pas forcément être possible. Ou alors à des conditions incroyables. Et quand on est journaliste, ça veut dire que tous les actes quotidiens d'un journaliste, comme par exemple aller s'entretenir avec quelqu'un dans un café, ou le faire venir à la rédaction, ou faire des enquêtes parfois un peu rock'n'roll, c'est pas possible pour eux. C'est possible, mais à des conditions absolument extraordinaires. Puis il y a des pays dans lesquels il vaut mieux pas qu'ils mettent les pieds. Et d'ailleurs, ils n'y mettront pas les pieds. Donc oui, c'est une ambiance un peu de guerre. Parfois, j'avais le sentiment qu'ils étaient reporters de guerre dans leur propre pays. Parce que les contraintes auxquelles ils ont à faire face font que ça ressemblerait un peu à ça, ça aurait un peu à parfum comme ça. Et ensuite, bien évidemment, ils sont en guerre parce que intellectuellement, parce que idéologiquement c'est compliqué, parce qu'ils sont attaqués, y compris au niveau de leurs idées, par des gens qui sont intellectuellement absolument malhonnêtes. Et quel que soit d'ailleurs le côté politique dont on se situe. Et aujourd'hui, il est vrai de le dire, particulièrement attaqués de façon malhonnête par des gens qui, dans le passé, ou de par leur horizon idéologique, auraient dû plutôt les soutenir. On en revient toujours à cette phrase qui tourne un boucle un petit peu aujourd'hui, des deux gauches irréconciliables de Manuel Valls. Le problème n'est pas d'organiser une primaire qui irait de Mélenchon à Macron. Non, ce n'est pas ça le sujet. Il n'est pas là. Parfois, il y a des positions irréconciliables à gauche et il faut l'assumer. On voit bien à quoi on fait allusion. Pour toute cette partie de l'extrême ou de l'ultra-gauche, et des notions à préciser, qui dit des choses absolument horribles. Je crois qu'un des trucs que j'ai trouvé les plus... je mesure mes mots. Les plus dégueulasses. C'est Madame Chikirou qui ose dire à Coco, suite à l'un de ses dessins, « Vous n'aurez pas notre haine, mais vous la méritez ». Alors c'est dégueulasse parce que c'est dégueulasse, mais parce que ça encourage aussi des gens qui pourraient être violents. Et ça, je trouve ça absolument détestable. Quand vous racontez le quotidien des journalistes de Charlie Hebdo, et pas seulement des journalistes, de tous ceux qui travaillent à Charlie Hebdo, on en arrive à un paradoxe qui fait qu'ils ne sont plus libres parce que justement, ils défendent la liberté d'expression en France. Oui, c'est exactement ça. Défendre la liberté d'expression, de conscience, d'écrire, de dessiner, de penser. Aujourd'hui, ça fait des gens qui font ce choix, des gens en danger. C'est assez consternant, c'est assez effrayant, surtout dans un pays comme le nôtre, où une partie de notre identité est quand même construite sur le fait d'avoir la parole et la pensée plutôt libre,
avec même un soupçon de désinvolture, d'ironie, d'humour. Il y a un esprit français de ce point de vue-là. Donc c'est absolument terrible. Vous arrivez, Éric Delbecq, pour protéger la rédaction de Charlie Hebdo après l'attentat de 2015. Vous arrivez quand exactement? Et c'est quoi votre premier contact, votre premier jour, entre guillemets, en tant que monsieur Sécurité Charlie? Même aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles je ne peux pas trop et je ne souhaite pas trop communiquer. Mais en revanche, ce qui a été particulièrement marquant, c'est la première fois où je suis rentré dans ce que j'appelle le bunker. C'est-à-dire ce lieu sécurisé dont on ne connaît pas l'adresse, dans lequel travaille l'équipe, la rédaction de Charlie. Pourquoi ? Parce que c'est un fort. C'est comparable à une espèce de citadelle où bien évidemment on doit surveiller le proche extérieur, mais où même une fois qu'on est à l'intérieur, on a une certaine forme de pression, qu'on essaie bien évidemment de faire la plus légère possible, mais quand même une forme de pression. Et effectivement, le fait autour de vous d'avoir des gens armés, ce n'est pas neutre. Alors, bien évidemment, paradoxalement, on se sent très en sécurité, parce qu'il y a tous ces gens pour vous protéger. Mais il y a un niveau, peut-être pas d'angoisse, mais d'appréhension, ou une petite lourdeur, toute la journée, qui est quasiment palpable dans l'air. À chaque fois que j'y rentrais, ça me faisait quelque chose, ce parfum très singulier. Et donc j'imaginais ce que ça pouvait leur faire à eux, et en particulier à ceux qui étaient des survivants, et qui ont vécu ce jour atroce, rue Nicolas Appert. Donc ça oui, ça m'a marqué, et ça me marquera toujours. Vous dites dans le livre, ça m'a irrémédiablement transformé. Oui. Alors, j'ai même passé un petit peu de temps sur ce que ça a pu me faire, et puis pour rassembler mes souvenirs et mes impressions. Ça m'a irrémédiablement transformé parce que ça fait partie des expériences dans une vie. J'ai pas que celle-là qui m'a amené à penser ça, mais celle-là est une des expériences fondamentales. À toucher du doigt ce que peut être le prix charnel de la liberté. C'est-à-dire... oui, pour être libre, il y a parfois des conditions, il y a parfois des sentiments, il y a parfois des contraintes qui nous montrent à quel point on a vécu pendant des décennies dans un pays, dans un bloc de pays, dans lequel finalement être libre, c'était facile. Comme on respire, on se balade dans la rue, on fait ce qu'on veut, on va où l'on veut, et on n'a pas spécialement le sentiment d'être en danger. Alors que là, pour simplement exprimer ses idées, eh bien, on est astreint à un mode de vie qui est extrêmement contraignant. Donc oui, c'est marquant et c'est transformant parce que ça nous rapproche d'autres gens qui, chaque jour, ont une contrepartie à donner pour leur liberté. Donc oui, il y a un avant et un après. Et par ailleurs, les menaces n'ont jamais cessé sur Charlie. Donc on a traité des menaces pendant des mois, des années, et il continue à y en avoir, et Charlie continue à être menacé. On a vécu d'autres épisodes sur lesquels il n'est pas utile de communiquer. Donc oui, c'est un risque permanent. La protection de Charlie aujourd'hui, elle n'est pas folklorique, elle est absolument indispensable. De la même manière qu'on a vu combien d'années après la fatwa contre Salman Rushdie avait été attaqué, ça veut dire aussi, et on a vu que son niveau de sécurité avait baissé au moment où Salman Rushdie avait été attaqué. Ça veut dire malheureusement que pour les journalistes de Charlie, pour Charlie Hebdo, comme pour d'autres lieux en France, on va élargir un petit peu, ce sont des protections à vie. En tout cas, il faut partir de ce principe-là. On ne peut pas trop faire de prévisions, mais oui, il faut fonctionner de cette manière-là. Et les journalistes
de Charlie, les dessinateurs de Charlie, se sont mentalisés avec cette idée-là. Et Rhys le premier. La protection de Rhys, c'est un truc impressionnant. Pour ceux d'entre nous qui la connaissons, qui l'avons vécu, c'est très difficile à décrire. Alors déjà, on ne peut pas le décrire dans le détail parce que il ne faut pas le faire techniquement, mais en tout cas, c'est une myriade d'hommes armés avec des voitures blindées. Et quand je dis armés, c'est pas simplement des armes de poing, hein, c'est aussi des armes de longue. Ça appartient à l'univers des armes de guerre. Hein, c'est pas autre chose dont il est question. Et ça crée un climat extrêmement particulier. Ça crée, c'est assez terrible de prononcer les mots comme ça, une ambiance. Donc, se dire qu'on va vivre avec ça toute une vie, c'est quand même singulier et il faut pas mal de force morale pour l'endurer. Comment est-ce qu'ils tiennent justement mentalement et comment les proches des journalistes et dessinateurs de Charlie vivent quand on est la femme d'un journaliste, le mari d'une journaliste, les enfants, l'univers familial proche qui lui aussi est obligé de faire attention en permanence aux gens qu'il rencontre, à ce qu'il va dire. Ah non, on ne peut pas aller voir ses parents au travail comme tous les enfants du monde. Non, on ne peut pas. Comment est-ce qu'ils vivent tout ça ? C'est difficile. Donc il y a des moments où ça va à peu près. Il y a des moments où ça va un peu moins bien. Et puis de nouveau, ça va à peu près. Après, il y a un esprit d'équipe, il y a une ambiance. Charlie, une solidarité qui permet de tenir. Il y a un environnement de protection qui est assez bienveillant. C'est-à-dire que non seulement il y a des professionnels autour dans la sûreté et le métier, mais il y a une manière de se comporter pour que ce soit, je ne vais pas dire le plus friendly possible pour eux, mais en tout cas, en évitant d'être beaucoup trop anxiogène et en étant le plus sympa, souriant, de créer une contre-ambiance pour que ça puisse durer. Et puis, bien évidemment, il y a la motivation. Encore une fois, pour les gens de Charlie, et puis... pour Rhys, pour Coco, qui sont des figures éminentes, ou pour Foultz, ou pour d'autres, ou pour Gérard Biard, il y a une conscience de leur devoir, du symbole qu'ils représentent, de ce pourquoi ils le font, qui est terriblement capital, qui les tient aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ils se disent... je vais arrêter tout ça, c'est trop lourd, c'est trop dur, je vais faire autre chose, je vais passer à autre chose, ou est-ce que justement ils ne pourront jamais passer à autre chose ? Alors la tentation de renoncer, oui, ça arrive parce que c'est humain. Après, vouloir passer à autre chose, j'en suis pas sûr parce qu'ils ont tellement ça chevillé au corps que je ne crois pas qu'ils en aient envie. Ils ont une trop de conscience de responsabilité. Et puis, pour un dernier argument terrible, c'est que de toute façon, les gens qui les poursuivent de leur vindicte les laisseront jamais passer à autre chose. Donc finalement, ils se disent après tout, autant aller au bout de notre combat. Du côté politique, Éric Delbecq, vous racontez qu'après Charlie, après l'attentat de 2015, dans le livre, vous dites, sous la présidence Hollande, je l'ai déjà mentionné, seul un Premier ministre, Manuel Valls, et un ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, ont fait preuve d'un engagement sans faille pour Charlie. Racontez-nous cet engagement et l'évolution, finalement, du regard des politiques sur Charlie. Effectivement, vu que Bernard Cazeneuve et Manuel Valls l'ont vraiment vécu, hélas, aux premières loges, et que ça les a marqués au fer rouge, c'est évident. Et on a vécu aussi avec eux, et dans des événements tout à fait différents les uns des autres après, des expériences humaines où vous pouvez, malgré le fait que ce soit un personnage public, politique, vous dire oui, vraiment, humainement, ça les a, je dirais pas cassés en deux, mais ça a vraiment laissé une cicatrice très forte et ça les a rappelés, je pense, pourquoi ils ont eu ces responsabilités. Et à chaque fois qu'on avait un problème d'une nature suffisamment grave pour devoir les alerter, ils ont répondu présents et ils ont vraiment tout mis en œuvre pour que les gens autour d'eux traitent ces problèmes de façon efficace. Et d'ailleurs, quand on ne
n'avait pas recours à eux, on voyait bien la différence. Bernard Cazeneuve pour RCJ. Ce qui était ciblé, c'est la conception que nous avions de la liberté. À travers les attentats contre le siège de Charlie Hebdo, c'était la liberté d'expression qu'incarnaient les journalistes et les caricaturistes jusqu'à l'impertinence. C'était l'affirmation de la possibilité du blasphème, mais non pas comme une volonté de remettre en cause les religions ou de procéder à une agression à l'égard de ceux qui pratiquaient, mais comme une volonté de rester fidèle à l'esprit français que Voltaire avait parfaitement incarné au moment de l'écriture de ses contes philosophiques. Et dès l'époque d'ailleurs, dès cette époque-là, d'autres politiques n'étaient pas dans la même disposition. Il y a un truc que j'ai pas bien supporté pour les 10 ans, c'est de voir François Hollande se pavaner et se promener partout dans les médias pour expliquer à quel point ça avait été un chef de guerre. Alors, j'en dirai pas beaucoup plus parce que c'est pas une histoire, c'est pas un événement historique qui mérite qu'on soit médiocre. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai assez mal supporté. Et depuis, les politiques, oui, de temps en temps, ils viennent pour l'hommage, ils disent 3 mots pour cocher une case. Mais est-ce que concrètement, ils ont compris la portée du sujet? J'en suis pas bien sûr. Sinon, on aurait parfois d'autres discours, une autre politique et un autre type de courage face à l'islamisme. Vous dites, Éric Delbecq, que j'imagine, comme les gens de Charlie, mais vous, en assurant leur sécurité, vous avez perdu des amis. Pourquoi est-ce qu'on perd des amis à cause de Charlie? Pour plein de raisons différentes. D'abord parce qu'il y a certaines personnes qui ont le trouillomètre à 0 et qui se disent que le risque, le danger, ça peut être contagieux. C'est comme avec le Covid, on peut se faire contaminer. Qu'il y a plein de variants différents et d'une manière ou d'une autre, on peut peut-être prendre un mauvais coup. Donc ça, c'est la première raison. Ensuite, il y a des gens qui acceptent mal, qui tolèrent mal les liqueurs intellectuelles trop fortes. C'est-à-dire que aller au bout d'un combat, et dans la liberté d'expression façon Charlie, il y a de la provocation, il y a de l'ironie, il y a de l'humour aussi, sur des choses où parfois les gens n'ont pas forcément envie de rire. Mais si on veut aller au bout de la liberté d'expression, même si soi-même on rigole pas toujours avec de l'humour Charlie ou avec chacun a sa sensibilité, eh bien il faut accepter ça. Interview de Riss, directeur de la publication de Charlie Hebdo, pour Brut. Il y a une règle presque scientifique. Plus l'humour s'en prend à des choses loin de vous, plus vous l'acceptez. Et plus l'humour s'en prend à des choses près de vous, et moins vous l'acceptez. C'est quasiment général. Les gens ont beaucoup d'humour pour se moquer des autres, qui sont à 2000 km. Mais par contre, ils n'ont pas beaucoup d'humour pour se moquer de son voisin ou de quelqu'un qui est très proche. C'est toujours comme ça. Donc quand les gens vous disent c'est très provocateur, mais c'est pas que c'est très provocateur, c'est que ça touche quelque chose qui les touche eux. Mais en fait, quand vous discutez avec eux, vous apercevez que ça leur arrive de rire méchamment de choses qui touchent des personnes qui leur sont lointaines. Donc moi, je me méfie des gens qui jouent un peu les vierges effarouchées en disant c'est très provocateur. C'est un peu des hypocrites. Et il y avait d'autres gens qui disaient « Ah oui, mais là, ils ont exagéré. Ah oui, mais on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. » Ou les fameux « oui, mais ». Il devrait pas être aussi ceci, aussi cela. Et effectivement, dans la mesure où moi je disais c'est adéquat à son concept. Si on l'accepte, il faut l'accepter. On peut pas en permanence mettre des bornes, sinon on annule la liberté de conscience et la liberté d'expression. Donc ces gens-là aussi sont partis parce que ils avaient peur que on les associait quelque chose comme ça. Et puis il y a une autre catégorie, c'est les gens qui, comment je peux dire ça pudiquement, ont un peu de difficulté à concilier posture et action ou engagement. Voilà, donc allez, je vais le dire tel qu'on peut le dire là maintenant. Ils ont une grande gueule, mais quand il s'agit de passer un petit peu à l'action et de s'engager pour quelque chose,
il y a vite retrait du percuteur. Et généralement, c'est chez les gens qui se disent les plus amis de l'espèce humaine, les plus humanistes, les plus à gauche, que le retrait du percuteur est quand même assez rapide. Quand vous dites passer à l'action, est-ce que ça veut dire que concrètement, dans les mois, les années qui ont suivi l'attentat de 2015, les politiques sont passés à l'action pour protéger Charlie, soit avec des mots, soit avec des actes ou des financements, ou pas du tout, ou pas à la hauteur? Alors, moi, là, quand je parlais des gens qui ont du mal à l'engagement, hein, ça peut être des choses très concrètes. Hein, c'est tenir un discours, c'est aussi acheter le journal pour contribuer à ce qu'il perdure, c'est ne pas se planquer derrière son petit doigt dès qu'on a affaire à des gens un petit peu offensifs sur le sujet et assumer ses positions. Après, sur le plan plus politique ou des moyens, encore une fois qu'on a passé les premiers mois, l'installation de Charlie dans son bunker, l'engagement qui est sans faille des policiers et des gendarmes, eh bien, ça s'est assez tranquillement étiolé. Quand on avait 2-3 idées, à titre personnel, j'étais assez attaché au fait de travailler sur l'idée d'un fonds de dotation pour financer pour des personnes ou des organisations particulièrement menacées, la protection, parce que tout ne peut pas être pris en charge par la police. Il faut parfois des agents de sécurité privés, voire armés. Je n'ai jamais eu même de réponse au courrier à l'Élysée, dès l'époque de M. Hollande. Donc surtout si, pour certains, encore une fois, pour certains, j'ai donné des exceptions tout à l'heure, si vous avez besoin de rien, vous savez où nous joindre. Voilà. Et aujourd'hui, encore une fois, maintenant, je suis plus en charge de la sûreté de Charlie au quotidien, même si, évidemment, s'il y a le moindre problème, je serai là. J'ai pas le sentiment qu'on ait un engagement qui est à la mesure des choses, et pas simplement pour Charlie, hein, pour un ensemble de gens qui sont menacés. Je rappelle quand même qu'on a beaucoup d'intellectuels, d'écrivains, qui aujourd'hui sont particulièrement en danger. Et j'ai une petite pensée, bien évidemment, ou plutôt une grosse pensée pour Boualem Sansal, dont je note, me semble-t-il, que les efforts ne sont pas à la hauteur du sujet. Nous accueillons ce soir un écrivain avec un E majuscule, un écrivain citoyen, un écrivain dont le courage force admiration de tous les Algériens qui l'ont lu ou qui l'ont connu. Nous accueillons un écrivain aujourd'hui qui n'a jamais hésité à saisir sa plume dans les moments les plus durs de l'Algérie de ces dernières années pour dire clairement ce qu'il pensait, pendant que d'autres écrivains ont donné leur plume ou leur voix à ceux qui nous oppriment. Merci d'accueillir un écrivain qui décrit dans ses œuvres ce qu'il appelle, lui, le national-islamisme, c'est-à-dire une espèce de complicité manifeste entre le nationalisme et l'islamisme. On n'a jamais eu autant en France, Éric Delbecq, de personnalités sous protection policière. Est-ce que ça peut continuer comme ça, indéfiniment, aussi bien pour les personnalités que pour la police? Non seulement, effectivement, on arrive à un niveau qui est quand même élevé, mais surtout, c'est la nature des personnes protégées. Qu'on protège un ancien ministre, un ancien responsable d'un service de sécurité ou de renseignement qui était particulièrement menacé, ça tombe un peu sous le sens. C'est arrivé plein de fois, ou un magistrat particulièrement menacé, je ne sais pas, par des narcotrafiquants, par la mafia. Mais quand on en vient à progresser une série d'intellectuels, de journalistes, d'écrivains, d'universitaires, d'avocats, parce qu'ils sont en fait en risque pour avoir simplement exprimé quelque chose, là c'est préoccupant. Et effectivement, il faudrait se poser la question de comment on va faire dans les années qui viennent. Et la préoccupation, elle n'est vraiment pas partagée ou générale. Pour le dire clairement, il y a un ministère de l'Intérieur que ces sujets vraiment préoccupent. Et je dois dire que sur des années, et au fur et à mesure des titulaires, il y a quand même eu toujours des ministres de l'Intérieur qui étaient conscients de ces sujets-là. Il y a une exceptionnalité du ministère de l'Intérieur. Pour le reste, c'est très discutable.
Comment est-ce qu'on sort d'une période comme celle-là, Eric Delbecq, quand on a protégé Charlie pendant plusieurs années et qu'on arrête cette mission? D'abord, est-ce qu'on arrive à passer à autre chose? Comment est-ce qu'on en sort en se disant, bon ben voilà, j'ai travaillé, j'ai assuré leur protection, maintenant je passe la mission à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on en sort? La question est-elle, est-ce qu'on s'emmerde après? Non. La question était comment est-ce qu'on s'en sort au niveau au niveau mental, au niveau de se dire, bon ben voilà, j'ai fait une mission, j'ai terminé avec eux, je passe à quelqu'un d'autre. Il faut avoir d'abord une sacrée confiance dans la personne qui va vous succéder. D'abord, est-ce que c'est vous qui l'avez choisi, pas choisi, mais comment est-ce qu'on sort d'une mission telle que celle-là? Déjà, effectivement, il faut bien penser le dispositif de l'après-soi, sur lequel, encore une fois, je ne m'appesantirai pas, sachant que d'ailleurs, pendant 2 ans, j'ai exercé mes fonctions directeur sûreté de Charlie, et que quasiment personne ne savait que je les exerçais. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas trop aller sur comment j'ai pu penser le dispositif de l'après-moi. En revanche, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué de continuer parce que c'est engageant. Parce que j'ai eu le sentiment, pendant cette période-là, d'être vraiment à ma place, d'accomplir ce que je pensais être ma responsabilité, mon devoir, de le faire avec, même si, encore une fois, c'est terrible, beaucoup d'enthousiasme, c'est-à-dire d'énergie pour essayer de donner le meilleur de moi-même sur une telle fonction. Après, la plus grande difficulté, c'est de se mettre un peu plus à distance de l'équipe, parce que humainement, émotionnellement, on a un très fort attachement. Moi, j'avoue que j'ai un très fort attachement pour cette équipe, que je n'ai jamais caché une grande admiration pour Rhys. J'ai vraiment beaucoup de tendresse pour Coco, surtout en plus avec ce qu'elle a pu vivre. Donc c'était dur émotionnellement un petit peu de s'arracher à eux. Et puis après, il faut trouver des engagements à la mesure de ça. C'est qu'est-ce que je vais faire après qui aura autant de sens pour moi? Parce que ça avait beaucoup de sens en fonction de mes combats à moi du présent, ça avait beaucoup de sens en fonction de mon passé, y compris de l'histoire de ma famille. Eric Delbecq appartient à la famille de Léon Delbecq, membre de la Résistance, qui participa par ailleurs au retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958 aux côtés de Jacques Chaban-Delmas. Oui, parce que le niveau de conscience de ces sujets-là, il est éparse. Alors je disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de logiques qui expliquent tout ça, et bien évidemment, on a un problème majeur. C'est le problème de la prise de conscience, et surtout parce que cette prise de conscience, elle est freinée par la peur, par le politiquement correct, par le fait de pressentir que si on dit certaines choses, on va être catalogué de raciste, d'islamophobe. Bon, car tout ça, c'est une vaste manipulation, mais très peu de gens arrivent à se désengluer de l'idée, de l'impression, de l'angoisse qui vont pas être dans le camp du bien s'ils disent ça. Donc après, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir poursuivre le combat? C'est une réflexion que je me pose tous les matins, donc j'ai fait autre chose. Et puis, par ailleurs et parallèlement, je continue à écrire, à participer au débat public, mais c'est une question que je me pose chaque matin. Je ne suis pas sûr de l'avoir totalement résolue. Charlie Hebdo, 10 ans après, Les Irresponsables. Un podcast écrit et produit par Sandrine Seban. Basé sur le livre Les Irresponsables, paru chez Plomb, et écrit par Eric Delbecq. Réalisation, montage et mixage, Théo Seki. Illustration et documentation sonore, Amy Rosilio. Musique originale, Théo Seki. Communication et relations presse, Rachel Larmy. Un podcast RCJ Studio.